Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci aux présentateurs et animateurs qui ont mis une petite touche d'humour dans ces sujets qui sont à la fois sérieux, mais bon, il ne faut pas dédramatiser, sinon ça peut devenir très très. Alors, pour enchaîner avec cette belle phrase, cette belle représentation, je veux lire une phrase Alain de Botton, qui s'intéressait à ce thème de l'amour, et qui écrit sur les mariages un pari ambitieux, généreux et infiniment tendre que font deux individus qui ne savent pas encore qui ils sont, ni à qui ils ont affaire, en s'engageant à partager un avenir qu'ils ne peuvent concevoir et qu'ils ont soigneusement pris garde de ne pas examiner. Assez semblables en tant qu'être humain et assez différents en tant qu'hommes et femmes, nous devons essayer de comprendre qu'est-ce qui nous différencie pour mieux comprendre ce qui nous rapproche. Je pense que vous êtes d'accord, c'est le principe. Donc nous allons faire un petit rappel simple de quelques caractéristiques sur le plan physique ou biologique qui vont quand même nous montrer d'une façon assez évidente qu'il y a quelques différences. Quelques caractéristiques sur le plan de vue psychologique, pour lesquelles je vais surtout m'appuyer sur la pensée de Jung. Je vais vous dire que justement je m'intéresse beaucoup à ce psychiatre, psychologue qui a développé une vision très originale de l'être humain et qui apporte, je pense, une intéressante réflexion sur comment dans chacun de nous on a aussi une complémentarité tout en cherchant la complémentarité de l'autre. Et j'ajouterai aussi une petite touche sur une vision plutôt symbolique ou mythologique, puisqu'effectivement il y a des racines un petit peu plus profondes, et peut-être dans les lois de la nature, qui fondamentent ce jeu de polarité et de complémentarité. Tout ça, c'est la première rubrique, si vous voulez. Ensuite, on abordera une deuxième, comment et pourquoi. Et là, si vous voulez, on parlera sur la notion des besoins. Les besoins que nous avons tous en commun en tant qu'être humain, mais aussi des besoins relationnels spécifiques que l'on a d'un côté et de l'autre. Et c'est là où intervient souvent les malentendus entre les hommes et les femmes, puisque, comme certains disent, c'est comme si on voulait jouer au jeu des dames avec les règles du jeu d'échecs, ou jouer au jeu d'échecs avec les règles du jeu des dames. À un moment, ça va se télescoper, et on ne saura plus exactement à quoi on joue. Donc, ainsi se passe entre ces deux êtres qui peuvent s'aimer énormément et vouloir jouer.
disons il y a 5 ou 10 ans, il a écrit un autre dans lequel on voit comment les pauvres Barcelonais sont complètement détraqués, parce que vu les circonstances de la vie moderne, les choses sont plus comme avant, les hormones ça peut se placer, donc il y a quelques petites difficultés supplémentaires, ce qui prouve qu'ils ont un sens de l'adaptation assez intéressant. Et en tout cas, ce qui a été constaté, étudié par beaucoup de monde, c'est que, effectivement, que ce soit au niveau du cerveau, nous avons une dominante d'un hémisphère ou de l'autre, donc ça donne déjà quelques différences. Ce jeu des hormones aussi, ce qui fait que, par exemple, pour comprendre un petit peu la base, l'homme fonctionne dans une logique d'action-repos. Il agit à fond, il épuise toute son énergie, et après il faut qu'il se repose. Ça, c'est ce que John Gray appelle la théorie de l'élastique. On tend l'élastique au maximum, et après il faut se calmer. Donc c'est pour ça, c'est la scène, il rentre du boulot, à la fin il se jette sur son canapé, à voir la télé, surtout peu importe ce qu'il y a, parce que à ce moment-là, il faut le mental vide et la recharge de batterie. La femme ne fonctionne pas du tout comme ça, parce que la autre type d'hormone qui fonctionne, elle est dans un rapport donner-recevoir. C'est que la ressource, c'est le fait de donner, ou de recevoir, disons, de l'affection, du contact, disons, une bonne relation. Elle fonctionne sur un système de vagues. Comme de temps en temps, la vague est au sommet, donc tout va bien, et dans ce temps, la vague est en bas. Et quand la vague est en bas, il faut attendre qu'elle soit tout à fait en bas, pour qu'après ça revienne. Il ne faut pas arrêter la vague quand elle est en mouvement. Autre chose aussi qui insupporte, entre guillemets, qui parfois crée des difficultés dans la relation, c'est quand un homme aborde un autre homme pour un problème qu'il a, d'abord il faut voir qu'il y a un gros problème, et deuxièmement qu'il est confiant dans la capacité technique de l'autre. Parce que sinon, il ne faut pas les consulter, parce que c'est dégradant qu'on pense qu'il n'est pas capable de résoudre une situation. Donc il va les consulter avec une question technique pour laquelle il veut une réponse efficace. La femme, quand elle raconte ses problèmes, il ne faut surtout pas lui donner la solution, parce qu'elle va la trouver toute seule. Ce qu'elle veut, c'est juste qu'on l'écoute. Donc il faut l'écouter. Elle va raconter tout ça, et à ce moment-là, et pour la femme, c'est tout à fait naturel que pendant qu'elle fait ses boulots, elle attend de penser à tel autre truc. C'est les côtés qu'on appelle multitâche ou monotâche. Donc, par rapport à l'histoire de la charge mentale, je pense que chacun a sa part. Malgré qu'aujourd'hui, on est dans des calculs mathématiques de combien de millimètres de divisent de plus ou moins. Bon, laissons ça avec. Donc, ça, c'est des petits détails. Autre détail, par exemple, c'est que, comme on l'a expliqué, une caractéristique de ce cerveau féminin, c'est qu'il est tout le temps en train de penser à des tas de choses pratiques. C'est lié peut-être un petit peu
instant de cumulation, qui est un peu dans la passivité, dans la réceptivité, un peu comme la femme, n'est-ce pas, qui est en train d'accueillir et de préparer une nouvelle vie. C'est en quelque sorte le féminin. Et l'instant dans lequel on va lâcher la flèche, c'est l'instant de l'action, mais le passage de l'action, c'est le masculin. Donc chaque fois que nous réalisons une action, nous devons activer le féminin et le masculin. Ça c'est le contraire. Donc en réalité, nous portons à nous un peu de l'un et de l'autre. Et c'est tout à fait normal que ça fonctionne comme ça. En plus, disons, entre le côté physique et psychologique, on va dire que l'homme est plutôt mu par la notion de la compétition, qui cherche toujours à prouver qu'il est le meilleur, le plus capable, le plus apte, tandis que le principe féminin est plutôt dans l'esprit de la coopération. Donc il y a une solidarité féminine, qui est assez intéressante, qui parfois devient terriblement égalitaire. C'est pour ça qu'on dit que parfois, il n'y a plus de jalousie dans le monde féminin quand une femme a un poste supérieur aux autres, parce que les autres femmes considèrent qu'elle les a trahis dans une sorte d'égalitarisme de partage. Parce que les filles ne sont pas forcément plus gentilles que les garçons, c'est ça? À voir, c'est à voir. Mais ils ont différentes manières de procéder. On le verra tout à l'heure dans la gestion des comptes. Alors si on passe un tout petit peu au plan un peu plus psychologique. Alors là nous avons effectivement à consulter M. Jung, parce qu'il va nous dire quelque chose d'extrêmement original. Peut-être que nous en avons parlé ici, si je fais déjà une conférence sur le sujet. C'est ce qu'il va nous dire, c'est tout être humain, dans son âme, sa psychologie, sa psyché, a une part consciente et une part inconsciente. Ce que nous connaissons de nous-mêmes est le conscient, qui est gouverné par un petit personnage veut dire masque, en latin. Nous portons un masque social. Bonjour, comment allez-vous? Je me présente, je m'appelle comme ça, blablabla. Et on joue plusieurs rôles. Donc on a en fait, en réalité, on décline notre masque de différentes manières. Mais plus on est projeté vers l'extérieur, plus on est en état de dépendance vis-à-vis de l'autre. Parce que comme je dis toujours, et on peut les constater même ici, est-ce que vous voyez votre visage maintenant? Vous le voyez? C'est étonnant, c'est pas vrai. Sauf si on avait une espèce de miroir, hop. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser comme miroir pour se voir? L'autre. Eh oui. L'autre nous sert de miroir. Il est tout le temps en train de nous renvoyer une image qui nous semble rassurante, inquiétante. Il m'aime pas. Si quelqu'un fait la gueule, il m'aime pas. Peut-être les pauvres, il a mal aux dents, il se pourrait que mais comme on est en même temps super égocentrique, tout ce que l'autre fait est forcément en rapport avec moi. Et c'est soit pour m'applaudir, soit pour me détruire. Voilà à peu près la part de notre petit cerveau primitif dit reptilien qui est dans un rapport agression, soumission ou domination vis-à-vis du monde. On reconnaît, je ne dirais pas qu'on est que des animaux, mais on a quand même quelques petits restes des reptiles, des mammifères, et un tout petit chouïa d'humain qui émerge un petit peu. Bon, en tout cas, cette part, disons, qui va vers l'extérieur, cette part consciente, ce n'est qu'une partie de nous-mêmes. Nous pourrions même, c'est une petite partie, mais qui prend une énorme ampleur. Donc, si ça c'est les conscients, on a aussi à nous ce que Jung appelle l'inconscient. C'est une part de nous-mêmes qui réside dans les profondeurs de notre être, mais à laquelle on n'a pas un accès si facile. Surtout parce que l'inconscient, c'est un peu comme rentrer dans une pièce toute noire. Et on a toujours peur du noir. Et en plus, la porte est gardée par des gardiens un peu moches, des espèces de dragons qui nous regardent et nous projettent des formes que nous ne pourrons pas accepter. Donc il appelle la porte de l'invisible, la porte de l'inconscient, l'ombre. Donc tout ce qu'on refoule de nous-mêmes, c'est qu'on n'accepte pas. Tout ce que nous ne pourrons pas être.
Parce que pour notre ego, nous sommes des êtres parfaits, extraordinaires, merveilleux. Donc tout ce qui est inacceptable que nous soyons, jaloux, colériques, méchants, je sais pas, ajouter tous les petits défauts possibles, on ne veut pas le voir. Hop, on les projette vers cette espèce de trou de l'inconscient. Et ça, ce n'est que la porte d'entrée. Si on arrive à peu près à se concilier la bête et on dit, ok, tu fais partie de moi-même, la bête, une chose qu'elle veut, c'est qu'on lui dise, tu fais partie de moi-même, d'être accepté. Sinon, on devient méchant. Si on appelle les chiens par son nom, vous voyez, ils vous claquent, bonjour. Par contre, si on les traite d'un horrible monstre, il devient encore pire. Il le prend par surprise. Une fois que vous avez traversé cette porte, vous allez rentrer dans un univers où réside du principe de l'éros, dans le sens de la relation, de l'amour, de tout ce qui, de l'affect, de tout ce qui relie les êtres. C'est un peu dans sa nature, c'est vrai. Ils ont mis le monde du sentiment, de l'affect dans son conscient, dans son inconscient. Elle a une représentation du masculin qu'elle porte en elle-même. Entre guillemets, sa part de masculinité, que Jung va appeler animus. J'ai mis les mots là, animus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si l'homme, à l'extérieur, exprime les principes du logos, de la raison, de la pensée, de ce qui différencie, qui sépare, qui rend les choses claires et observables, ce qu'on appelle le logos, quand il va se plonger dans son intériorité, il va trouver la représentation inconsciente du féminin, que Jung va appeler anima. Bonjour, monsieur Dame, je vous présente l'anima et l'animus. Quelqu'un avait entendu parler de ce mot, anima et animus? Bien. Alors, vous voyez que ça implique tout d'un coup une sacrée révolution. De la même manière que biologiquement, nous développons, selon le développement des cellules, etc., le masculin ou le féminin, mais l'autre sexe reste récessif. C'est pour ça qu'il faut avoir des opérations transsexuelles. D'accord? Donc au départ, il y avait une double potentialité. On a développé un pôle et l'autre restait latent. De la même manière, il dit sur le plan psychologique, nous extériorisons les caractéristiques du féminin et du masculin, et notre inconscient comporte la contrepartie, donc masculine chez la femme qui est l'animus, qui est le principe du logos ou de la raison et de la pensée, et féminine. Ça veut dire que chaque être humain est composé de la totalité de ce jeu de sentiments et de pensées. Mais on ne les gère pas de la même manière. Ce que nous exprimons consciemment est ce qui nous est plus facile et plus naturel. Et dans l'inconscient, il va falloir les chercher ou les retrouver en les projetant à l'extérieur. Donc, où vais-je trouver l'image de mon animus? Je ne vais pas la retrouver en finant avec une espèce de lame de poche dans les profondeurs de l'inconscient. Je vais les trouver chez un être en qui tout d'un coup, ça fait tilt. Parce que cette personne-là me parle de quelque chose qui fait résonance avec mon intériorité. Et voilà les mystères du coup de foudre. Et après les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il y trouve un tel? Ah, mais il trouve quelque chose que toi tu ne trouves pas. Mais c'est son problème avec son animus ou son anima. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça commence, cette affaire. Et là, je ne vais pas développer tout, mais ça, j'explique un petit peu dans les livres, et aussi dans les livres sur les deux intérieurs. Je vais nous expliquer que nous n'avons pas les mêmes besoins ou les mêmes expressions de l'anima et l'animus selon les âges. Donc, on va commencer à l'adolescence, quand on découvre la sexualité, pour être attiré par les beaux corps féminins. Donc, ça sera un archétype Aphrodite qui va être le modèle de l'anima qui va inspirer les garçons.
ou Adonis ou Dionysos, celui qui va inspirer les filles, c'est la forme disons d'un animus plus sensuel. Ensuite on va passer à des formes plus compatibles, comme Athéna pour la femme qui rentre dans la vie active, ou Mars, Arès pour l'homme, qui représente disons la masculinité en action. Dans la maturité, ce sera le modèle de Déméter, l'archétype de la mère, la maternité, disons toute une responsabilité, les sentiments de l'amour inconditionnel féminin, et Zeus, ou Jupiter, le pouvoir, pas la puissance, la responsabilité, disons de la maturité. Et un petit peu dans la vieillesse, ce serait un petit peu l'image de la sagesse, donc une forme d'Héra pour le déesse, ou de Sophia, la sagesse. Et pour le pôle masculin, c'est à la fois l'ancien, Chronos, ou une figure que j'ai mise dans mon livre sur les lieux antérieurs, Orphée, l'être accompli, qui arrive un petit peu à la sagesse. Donc en fait, on n'a pas les mêmes besoins, ni on ne recherche pas les mêmes choses selon les âges. Alors, évidemment, dans un couple, c'est mieux que les couples puissent durer, que chacun puisse activer ces différents archétypes progressivement. Sinon, s'il y a un qui mûrit davantage et l'autre pas, il peut y avoir des couples qui ne fonctionnent pas, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Donc les images de l'animus restent fixées sur la même personne. Donc ça, c'est un sujet extrêmement délicat et intéressant. Et à quoi ça sert tout ça? Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire sur à quoi ça sert cette progression? Eh bien, ça sert au fait que chaque être humain cherche au fond à s'unir avec le plus profond de lui-même. Parce qu'au plus profond de nous réside l'être intérieur. Il va appeler le soi, ou le self, le soi-même. Donc, il va dire qu'en fait, ce travail que nous faisons tout au long de notre vie pour nous construire une sorte d'intégration d'une conscience de plus en plus large, il va l'appeler le processus d'individuation. Chacun cherche à devenir un individu, un être unifié, non séparé. Donc, à quoi ça sert tout ça? Ça nous sert à grandir, mais pas simplement un centimètre qu'on mesure avec la girafe, ça peut être un peu petit, mais il faut quand même grandir un centimètre de spiritualité, de réalisation de soi. C'est ça qu'il appelle le processus d'individuation. Donc pour moi, en fait, l'alchimie du couple ne peut s'accomplir que si la relation à l'autre permet à chacun d'avancer dans ce travail d'individuation. C'était un peu ce qu'il disait Saint-Exupéry quand il parlait de l'amour. Il disait que l'amour c'était regarder les deux ensemble dans la même direction. On vers l'étoile qui permet que chacun se réalise et s'épanouisse un maximum. Les principes de l'éros qu'il y a à la relation éveillent à nous la notion de coopération, solidarité et identification. Donc on se sent fortement unis. Et les principes du logos développent la différenciation et l'individualité. Donc la bonne conciliation, vous voyez, d'éros et logos, c'est s'identifier, se sentir uni, aspirer à cette sorte de fusion, parce qu'il y a une sorte de mémoire d'unité primordiale à laquelle je vais revenir, mais en même temps en respectant la spécificité de chacun, puisque chacun a sa propre âme et sa propre identité. C'est assez délicat comme histoire. Et en même temps, c'est enrichissant. On n'a pas une âme sur deux, chacun a son âme. Comme dire. Alors, justement, j'ajoute un troisième petit point. Je montre là un étage de plus. Un étage de plus va nous amener un petit peu à ce qui raconte les mythes fondateurs, vous voyez, des différentes religions, par rapport à l'origine des choses, l'origine du monde, l'origine de la vie. Peu importe les mythes que vous preniez, il y a une chose qui est certaine, au commencement, il y a toujours une sorte d'unité primordiale. Tout commence dans le 1. Parfois on dessine ça comme un cercle avec un point central. Au début, il y a un. Et apparemment, c'est un est très content. Personne ne le dérange, puisque c'est un qui est en tout. Mais pour des raisons mystérieuses, à un moment donné, c'est un, je vais dire en blague, s'ennuie. Il se dit, bon, mais quand même, j'ai déjà fait le tour de moi-même. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose de nouveau. Donc il se met, ce petit point central se met à vibrer, et quand vous tracez
un premier diamètre à l'intérieur de ce cercle était unifié, vous obtenez deux moitiés. Vous pouvez les dessiner à la manière chinoise, ça vous donne des jolis yin-yang, les doubles mouvements, la double énergie, la double polarité. Que vous le dessinez comme vous voulez, ce qui est sûr, c'est que l'un, tout d'un coup, devient deux. Et nous sommes donc à le commencement de la dualité. Tout dans l'univers semble commencer comme ça. Il y a un qui donne deux. Il y a un plus deux, donc trois. Et après donc, ce double principe, vous voyez, masculin et féminin, donc la première différenciation ou polarisation, va nous donner une troisième composante qui sera en fait une sorte de nostalgie des origines, de souvenir de cet état 1. Donc c'est pour ça que ça c'est très bien raconté dans le mythe de l'androgyne, dans le dialogue de Platon qui s'appelle le banquet. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Vendredi dernier, j'ai présenté ma conférence à Toulouse, dans une grande salle avec 200 personnes. Waouh, c'est génial, mais là je suis très content, voyez-vous. Et ils ont fait, les jeunes de l'école ont fait la même chose que vous, mais ils l'ont fait avec le mythe de l'androgyne. Donc tout à coup, ils se sont déguisés d'androgyne, parce qu'ils se sont mis deux à deux. Parce qu'en fait, ce qui racontait ce mythe de Platon, c'est qu'au départ, l'être humain était plus complexe, c'était sphérique. Il avait quatre bras, quatre jambes, le visage qui regardait de deux côtés. Il tournait sur lui-même un peu comme les astres, donc il était très puissant, il était convaincu qu'il était absolument génial. Donc il était tellement convaincu qu'il était génial, qu'à un moment donné, Zeus, dès que Zeus voit que les humains se prennent pour plus que ce qu'ils sont, eh bien, il décide d'intervenir. D'un bon coup de foudre, il casse ces personnages sphériques en deux moitiés. Comme chaque moitié, n'a plus que deux bras et deux jambes, et bon, ils sont un peu désespérés, ils se cherchent, alors ils les retournent pour qu'ils puissent quand même se regarder, parce que sinon, vous voyez, ça serait comme ça. Hop, et chacun va chercher la moitié qui lui manque. D'où cette histoire, n'est-ce pas, qu'on est à l'enquête ou dans la recherche de cette part que l'on a perdue, de cet état unifié, uni, que l'on avait au commencement. Et voilà comment ça s'est passé selon la décision platonicienne. Bon, vous avez aussi dans les mythes d'Adam et Ève quelque chose comme ça. Il y a d'abord un Adam primordial, qui après, en fait, va être divisé avec l'histoire des côtes, bien que sur la côte, il y a différentes versions, mais peu importe, donc il y a un dédoublement de ce féminin masculin qui apparaît. Dans la version chinoise, il y a deux divinités aussi qui sont associées au commencement, qui sont très intéressantes. L'une d'elles, en fait, ce sont deux figures qui ont la partie supérieure humaine et la partie inférieure comme deux serpents qui apparaissent enroulés. La figure féminine porte dans la main un compas et la figure masculine porte une équerre. Avec une équerre, qu'est-ce que vous pouvez dessiner? Un carré, une figure carrée, un angle ou un carré. Avec le compas, qu'est-ce que vous pouvez dessiner? Les ronds, les cercles, c'est l'image du ciel pour les Chinois. Et les carrés, l'image de la terre. Donc la divinité masculine dessine la terre, et la divinité féminine dessine le ciel. Ils sont croisés. Parce que les Chinois, dans ce rêve, étaient très intelligents. Ils avaient bien compris comment les énergies étaient constamment en train de se mêler, de s'entrecroiser. Et ils disaient même une chose qui aurait intéressé Jung, je ne sais pas si vous le savez aussi. Il disait,
l'homme est yang à l'extérieur, c'est-à-dire yang c'est la force d'émission, disons, active, solaire, lumineuse, etc. Et yin à l'intérieur. Les côtés yin et les côtés plus lunaires, plus sombres, les choses qui descendent, etc. Donc l'homme est yang à l'extérieur et yin à l'intérieur. La femme est yin à l'extérieur et yang à l'intérieur. Ils sont en train de nous dire la même chose que Jung. C'est-à-dire vous avez votre part de masculinité et de féminité, mais distribuée différemment. Et chaque être cherche toujours cette complétude, c'est-à-dire à devenir de nouveau une unité. Donc vous voyez, c'est... peu importe les mythes que l'on prend, on va toujours trouver des belles histoires, hein, ce jeu des polarités. Bon, les dieux grecs, il y a un peu de tout, mais bon, j'en passe un peu. Peut-être dans les figures que j'aime bien dans la mythologie grecque par rapport à un bon rapport du masculin-féminin réussi, il y a les couples de Ulysse et Pénélope. Ulysse qui veut retourner Ithaque. Il participe de la guerre de Troie, après encore 10 années pour revenir, mais sa fidèle épouse l'a attendu. Et l'histoire finit bien. Le retour est Ithaque. Luc Ferry, qui est un philosophe que vous connaissez certainement, aime beaucoup la figure d'Ulysse, parce qu'il dit qu'il représente l'humain, qui retourne en fait à son centre et à son origine. Alors, voilà pour cette petite introduction, l'humanibus, féminin masculin, le cerveau vide, le cerveau actif, enfin bref. Comment et pourquoi tout ça s'est produit? Eh bien, je pense qu'il y a cette notion de cette force d'attraction, puisque l'amour est une chose très très difficile à expliquer en fait. Si nous revenons encore une fois là, je fais un petit retour au mythe grec. Au commencement, les dieux qui gouvernaient les mondes étaient Uranos, le ciel étoilé, qui s'est couché toutes les nuits sur la déesse Gaïa, qui aimait énormément la déesse de la terre. Mais les enfants qui naissaient de cette union, ils les faisaient tomber dans les seins de Gaïa. Et elle n'était pas contente. Donc un jour, une de ces nuits, il arrive, elle a convaincu un de ses enfants de sortir avec une faux. Et alors ce petit enfant qui s'appellera Chronos vient avec une faux, et quand Uranus arrive, il va lui couper ses organes génitaux et il les jettera à l'océan. Ah oui, les histoires grecques font pas toujours. Donc alors, mais ce qui est intéressant au niveau de la symbolique, c'est que la force génératrice du Dieu, son sperme, transforme dans une sorte d'écume, Aphros, qui donnera la déesse Aphrodite, qui est la déesse de l'amour. Et les gouttes de sang de la blessure tombent sur la terre et donneront des érinides, éris, un principe de la discorde. Donc, de ces forces primordiales, enfin de ce Dieu primordial, qui contient toutes les choses en lui, parce que c'est les dieux du ciel étoilé, les étoiles sont les idées du maintien. Il y aura deux forces premières qui vont surgir, Eros et Eris. Eros, c'est la force de l'union et de l'amour. Eris, c'est la force de la séparation, de la discorde. La célèbre pomme de la discorde vient de là. En fait, c'est l'amour et la guerre, qui pour les anciens étaient les deux forces primordiales. Pour ça, Aphrodite va être la déesse de l'amour, et son amant sera Arès, Mars, qui est le dieu de la guerre. Donc l'amour et la guerre s'éloignent et s'attirent tout le temps. Ça fait partie des forces primordiales qui portent. Il faut dire qu'Eros était considéré un peu difficile à cerner. C'est un petit daimon qui voyage à travers les mondes, qui enflamme tous les êtres, les galaxies, et dans sa course, et en même temps, qui se balade un peu partout, et qui enflamme les êtres parce qu'en fait, c'est la force de vie qui amène tout en avant constamment. Donc en fait, il y a un niveau de l'amour qui est plutôt instinctif, un niveau de l'amour qui serait humain, et un niveau de l'amour qui est divin. C'est ça aussi expliqué dans l'évangile de Platon. Il y a des besoins généraux
En tant qu'être humain, vous avez peut-être entendu parler de la pyramide de Maslow, qui parle de 7 besoins humains, qu'on peut classer en besoins existentiels, relationnels et essentiels. Donc en tout, il y a 7. Les existentiels sont d'ordre physique et vital, n'est-ce pas, besoin de survie, des choses fondamentales pour pouvoir rester vivant dans ce monde. Les relationnels sont plutôt besoins d'affection, tous les êtres ont besoin d'être aimés, reconnus. Et également besoin d'autonomie et de trouver une place. Si je suis tombé dans ce monde, c'est que je dois servir à quelque chose. Voilà, c'est de tous les êtres humains. Je pense que les êtres humains se demandent. Quand on est dans l'univers, je sais pas, des insectes, des oiseaux, des fleurs, on ne se pose pas trop la question. Une sorte d'intelligence de la nature qui dit, tu seras ceci ou cela, et l'abeille fera le miel, sans se poser de questions. Quand nous arrivons au petit humain, c'est plus complexe. Il faut faire des études, il faut étudier, et on peut parfois se tromper. Mais néanmoins, ce qui est certain, c'est que chacun cherche à trouver une place et exprimer son potentiel. Ok, ces besoins sont les besoins qui nous permettent d'exister dans le monde. Mais on a des besoins qui sont les besoins essentiels de l'être humain. Et là, on rejoint un petit peu Platon. On a les besoins de beauté, on est amoureux de belles choses, ça nourrit notre âme. On a besoin de justice, de compréhension des lois de la nature, et de justice et de détachement. C'est un peu ce que Platon appelle en fait les vertus ou les qualités de l'être. Tous ces besoins sont des besoins communs à tous les êtres humains. Là, il n'y a pas de différenciation masculin-féminin. Donc, pouvoir les connaître, les respecter, permet de s'épanouir. Mais, pour revenir à cette problématique du masculin-féminin, là, on va trouver qu'il y a quelques petites nuances qui sont associées à ce côté relationnel dont on a parlé tout à l'heure. La femme a plutôt besoin d'attention, de respect, d'être rassurée. Par exemple, une anecdote simple et assez connue, c'est que il ne suffit pas pour la fille, comme que les garçons lui fassent la cour, ils lui amènent un bouquet, je ne sais pas, avec 10 000 fleurs une fois, et après ils disent voilà, je t'ai déjà donné toutes les fleurs pour toute ta vie. Non, la fille préfère qu'on lui donne un pétale par jour, vous comprenez, et qu'on le rappelle qu'on l'aime. Les garçons disent mais il y a des blagues comme ça, mais je t'ai déjà dit que je t'aime, sinon je ne serais pas avec toi. C'est un romantisme total. Les garçons, lui, il a besoin plutôt de confiance, d'appréciation et d'encouragement. Qu'on lui fasse confiance qu'il va être capable de résoudre les problèmes, d'aller de l'avant, de faire des choses, de pouvoir aider et s'arranger, disons, se débrouiller un peu tout seul. Donc quand la femme devient trop critique, correctrice, disons, là elle commence à jouer le rôle plutôt de la mère que de l'épouse ou de la source inspiratrice, et là ça casse la relation. Parce que c'est pas ce qui va être utile pour nous. D'accord ? Il y a plein d'anecdotes, vous pouvez voir un gars et une fille, pour vous une leçon de psychologie masculine et féminine, une scène de ménage, vous conseillez comme ça quelques lectures télévisuelles assez amusantes, plus plein de films que je cite aussi. Donc, c'est intéressant de comprendre, pour ça je disais qu'il y a deux langages différents qu'il faut apprendre à connaître et respecter. Parce que, j'insiste, l'intention est la meilleure. Mais si on n'est pas un tout petit peu subtil pour comprendre comment fonctionne l'autre, on risque de commettre quelques erreurs diplomatiques importantes. Alors, troisième petit point, dans le conseil pour une vie durable, quelques éléments sur pourquoi on parle d'un processus alchimique. Vous savez ce que c'était l'alchimie? C'est quoi l'alchimie? À part de c'est un joli mot, hein, c'est un joli mot, ça sent bien l'alchimie. Pardon? C'était la chimie des magiciens, non? Ouais, c'est-à-dire? Pardon? Les filtres d'amour, ce genre de choses. Ah! C'est pas ça. L'alchimie était une science qui est en fait un ancêtre de la chimie. On dit la mère folle d'une fille sage, qui est la chimie. Et qu'en réalité, effectivement, évoquait certains personnages qui m'en fous, qui avaient ces sortes de tourments
Mais il... Pardon, il est inoxydable. Plus qu'une sœur, il est incorruptible. Effectivement. Il ne, comment dirais-je, il ne se corrompt pas. Quand vous trouvez les trésors enterrés depuis des milliers d'années, les tombeaux égyptiens et autres, aussi jolie, c'est l'idée, et souvent représentée dans ce cours alchimique, et Jung s'est beaucoup intéressé aussi à l'alchimie. Deux personnages ont représenté le roi et la reine, qui étaient un peu l'image du soleil et de la lune, masculin, féminin, les roses et les logos. Et donc ils passaient par cette sorte d'union, et cette union du roi et de la reine s'appelait la hiérogamie, hieros gamos, une union sacrée. Et de cette union sacrée naissait ce qu'on appelait l'enfant divin. L'enfant divin de l'alchimie va être en fait le soi, le self dont je parlais tout à l'heure. Donc, de la juste relation va naître quelque chose, une œuvre. Effectivement, ce couple peut s'unir et l'œuvre devenir une famille, donc l'enfant multiplique, ou il peut y avoir d'autres couples créatifs qui vont s'unir et c'est une œuvre qui va survivre de cette union. Et en tout cas, il y a quelque chose. Et intérieurement, l'œuvre qui va surgir, c'est la petite odeur, la lumière qui s'éveille en chacun. Donc, il y a des couples, je dirais, alchimiquement positifs, donc qui s'enrichissent mutuellement, et il y a des couples toxiques, qui se détruisent, donc, pour ne pas gagner d'avance. D'autre part, effectivement, ceci nous amène à penser qu'il peut y avoir différents niveaux de relations, parce que tout dépend où situons-nous notre conscience. Un peu comme je vous expliquais tout à l'heure, on n'a pas les mêmes besoins dans l'adolescence, de l'adulte, de l'adulte mûr, de l'adulte vieillissant, disons, tiré depuis l'instant jusqu'à la jeunesse. Mais aussi, on n'a pas la même conscience selon, justement, à partir d'où cette relation s'établit. Par exemple, une relation peut être d'ordre émotionnel. Une relation émotionnelle, c'est une relation qui se contente d'un rapport purement sexuel. Donc c'est le rapport mâle-femelle, d'accord, ponctuel. Ça fonctionne aux odeurs, il y a l'instinct, ok, basique. Il peut y avoir une relation un peu plus subtile, que nous pourrions appeler une relation personnelle. Dans une relation de type personnel, c'est deux personnes qui se rejoignent, se rencontrent. C'est un peu ce qui se fait, je fais une caricature, avec le système actuel de sites de rencontres. Chacun met la liste, voilà, j'aime ça, j'aime pas ça, etc. Je fais comme ça, je parle, hein. Chacun raconte ses caractéristiques. C'est déjà bien allé, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on fait un peu l'inventaire de ses qualités, de ses défauts, de ses goûts, et de cette espèce de combinaison, il y a un catalogue, et on choisit à peu près la personne qui semblerait convenir. C'est-à-dire que parfois, justement, le jeu étrange de l'amour prend quand même quelqu'un qui est tout à fait le contraire, et c'est quand même pas mal de temps, ça fait partie des pièges, des aventures, des histoires. Mais en tout cas, c'est côté personnel,
on aurait déjà une certaine nuance, vous voyez, on prend le temps de se connaître. Et dans le jeu de séduction classique, il rentre un petit peu cette vieille idée qui s'appelait faire la cour. Il viendra l'idée un peu de la courtoisie. Donc on apprend à connaître l'autre. Donc il y a une relation qui est un peu plus subtile. On n'est plus qu'au niveau physique, on commence à échanger, entre guillemets, entre les qualités de l'un et de l'autre. Donc là, on a une relation un petit peu d'homme-femme, un peu plus humanisée, si je peux dire. Et pour avoir un degré de relation qui sont encore un peu plus subtil, et encore plus enrichissant, qu'on pourrait appeler à une relation de type plutôt philosophique. Et là, j'entrerai en fait la dimension alchimique. Et dans une relation de type philosophique, eh bien, je dirais qu'on pourrait passer de l'homme-femme à une relation dame-chevalier. Vous savez, à l'époque médiévale, on parlait de la dame et du chevalier. Comment pourrait-on définir la dame? Eh bien, la dame est en quelque sorte une femme qui a développé en elle un certain nombre de qualités, et surtout qui est capable d'assumer en elle sa propre force, donc sa masculinité, sans perdre sa féminité. Et un chevalier, c'est un homme qui, tout en gardant les qualités de la virilité et de la masculinité, assumé en lui, intérieurement, les qualités de sa propre féminité. Vous voyez? Quand l'homme assume sa vulnérabilité, donc ça veut dire il intègre consciemment son éros, il peut devenir un chevalier. Et quand la femme assume en plus, disons, de ses qualités féminines, cette force intérieure, donc elle peut, donc son propre éros, elle peut devenir une dame. Je pense que la meilleure réponse à un certain nombre de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui passerait par une éducation qui permettent de faire émerger ces qualités les plus nobles et les plus belles du masculin et du féminin. Et qu'en même temps, chacun comprenne qu'en lui-même, il peut développer aussi des qualités complémentaires. En tout cas, c'est la réponse que nous proposons à Nouvelle Acropole par une éducation philosophique. Parce que nous pouvons toujours nous éduquer pour apporter ce qu'il y a de mieux et rendre les mondes plus beaux et plus harmonieux. J'étais content qu'en préparant mon livre, je suis tombé sur un auteur qui parlait de l'importance de réhabiliter la courtoisie. Ah, chouette, c'est pas mal. Qui n'est pas une forme d'hypocrisie, parce que certains pensent que la courtoisie, c'est bonjour, monsieur, dame, ça paraît comme quelque chose d'un peu désuet, ou d'un peu excessif. Je disais aujourd'hui, j'étais pour aller chez le coiffeur, pour venir à la conférence, je disais un article. On parle tellement actuellement sur les thèmes des couples, harcèlement, séduction, peut-on dire bonjour ou pas dire bonjour, on doit les prendre. Donc il y avait des cas d'un pauvre garçon qui dit, je sais pas ce qu'il y a avec ma copine, elle est devenue tout d'un coup tellement obsédée par les côtés féministes que si je lui offre des fleurs, elle dit que je vais l'embobiner, que depuis que j'habite au resto, je la comprends plus. Donc le corps, il était tout à fait naturel, il aimait la fille, il lui montrait naturellement son affection, et tout ça était scanné avec la vision, disons, la plus négative de la part de la fille. Et c'est pas la fille qui pensait ça. C'est toute une série de choses que les qui sont tout à fait artificielles. Bon, il va falloir s'armer de patience, et reprendre la poésie, et reprendre les belles règles de la courtoisie, qui était en fait l'art de vivre dans la cour. Un lien un peu civilisé. Alors, comme nous sommes en train de vivre de plus en plus barbares, reprendre la civilisation, ce serait pas mal. Ça pourrait peut-être embellir le monde. Donc, on tenait le coup, toutes ces petites règles simples, règles d'or un petit peu de la relation. Dans tout jeu de relations, puisqu'on parle de relations, nous devons développer une qualité qui n'est plus notre coefficient intellectuel, mais quelque chose qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. L'intelligence émotionnelle, c'est une capacité d'adaptation et de bonne gestion de nos émotions. Dans l'intelligence émotionnelle, vous avez notre manière de parler de l'éros et du logos, vous voyez, de ce qui nous rapproche, de ce qui nous sépare.
mais de manière intelligente. Donc, il y a 5 qualités de l'intelligence émotionnelle, donc on essaie de développer. La générosité, bon, on peut nous faire un dessin, la générosité. On ne peut pas avoir de la générosité s'il n'y a pas d'amour, effectivement. La bonne humeur, c'est important, la bonne humeur. Ça permet de dédramatiser des situations. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais médicalement, on nous conseille de rire 19 minutes par jour. Vous commencez à mettre votre voix à l'air. Ça l'air fait du cancer. Et la bonne humeur. Alors, il y a différentes formes. C'est la vie quotidienne. Sans compter les malades. Parler, clarifier quels sont les besoins des uns et des autres pour trouver une solution qui puisse convenir à tout le monde. En tout cas, il faut observer comment nous gérons nos conflits. Parce qu'il y a plusieurs manières de les faire. Le monde masculin aurait tendance à être plus martial, donc on fonce, on appelle ça un conflit ouvert, j'ai raison et l'autre n'a pas, c'est un peu requin. Le côté féminin aurait plutôt tendance à se replier, mais il va fonctionner, la fille, sous une autre forme qui n'est pas meilleure que le conflit ouvert, ce qu'on appelle la manipulation. Donc méfiez-vous les garçons, parce que la force est elles vont vous abominer terriblement. Bon, dans le milieu, c'est donc un bon conflit bien assumé, dans lequel on accepte les choses clairement. Dans les livres, j'explique parce qu'il y a tous les sociologues qui ont étudié pour des couples. Des couples qu'on appelle des couples conflictuels, qui peuvent durer des années. J'ai connu quelques exemples comme ça. Mais c'est bagarre constante. Et leur énergie est basée sur cette espèce de combat permanent. Et ils ne peuvent pas vivre séparés, mais en fait, ni séparés ni ensemble. Ça existe, des gens comme ça.
Non, c'est pas forcément le plus économique à développer. Bon, enfin, en tout cas, la gestion des conflits est importante parce qu'il faut partir de la réalité qu'inexorablement, il y aura des conflits. Certains disent que parfois aussi un petit conflit peut être utile, parce que vous voyez, on se bagarre un peu, et ça permet un peu de décharger les tensions, et après on dit la réconciliation est toujours très agréable. Peut-être que c'est pas le point exprès, je sais jamais. Sinon, vous prenez des punching balls, vous comprenez, pour décharger les un peu de sport. Le dernier point de l'intelligence émotionnelle est justement la courtoisie. On pourrait dire comme ça, la courtoisie est vraiment importante. À ceci, on peut ajouter, je dirais, 2-3 petits points qui sont des règles utiles pour favoriser les bonnes relations. C'est avoir des projets communs. En même temps, chacun a sa propre vie, ses activités, etc. Et des projets communs. Ça peut être des voyages, ou des choses que l'on aime, que l'on fait ensemble, qui permettent de créer des moments, vous voyez, des rencontres privilégiées. Ce qui est important, c'est aussi de déterminer les espaces. Il y a des espaces pour chacun. Parce que le jeu de l'espace va déterminer la relation à l'intimité. Il y a une phrase très jolie qui dit qu'il faut être suffisamment proche pour être ému par l'autre et suffisamment éloigné pour être étonné. Je voulais toute la nuit pour méditer à cette phrase. Proche parce que, bon, il y a donc des sentiments, n'est-ce pas, qu'on connaît émus par l'autre. Éloigné pour qu'il y ait toujours une part de découverte de quelque chose d'inattendu. Donc si on est trop collé, ça va pas. Donc il faut respecter cette idée des espaces, qui sont effectivement, à une époque, la femme avait son pouvoir, là, nous procédons. Qui sort de la mécanicité, de la banalité. Des moments privilégiés, c'est rappeler justement bien sûr des anniversaires, mais il faut avoir des petites choses qui font que bon, on sait qu'à ce moment-là on se rencontre sur une autre dimension. Donc ça permet de créer, je dirais, comment dirais-je, il faut développer l'espace de l'imagination. On demande dans un monde banal, horizontal, plat, boîte de sardines, une pyramide, on les met dans une boîte, on met dans une boîte, on met dans une boîte. On a aussi des boîtes de sardines mentales, c'est quand même dommage. Donc, c'est pas un problème d'argent. Vous n'êtes pas obligé de dépenser, je ne sais pas combien de millions pour offrir la voiture de luxe. Non, non, c'est une question d'imagination. Il faut regagner l'imagination. En fait, quelques clés du bonheur dans la relation. D'abord, être heureux du bonheur d'autrui. Oui, ça a l'air idiot, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui conseillait déjà les bouddhistes depuis longtemps. Il disait que la quête de son propre bonheur est en général la source du malheur, et la quête du bonheur d'autrui est la source de tous les bonheurs. Ça s'appelle l'altruisme. Si on les pratique déjà au niveau des couple, ça peut être pas mal. Regardez dans la même direction. Et troisième point, très important, qui est associé avec la qualité du regard d'Aphrodite, c'est toujours voir le meilleur dans l'autre, pour l'aider à se réaliser. Pour ça, je dis, soit un couple aide, parce que chacun va aider l'autre à sortir ce qu'il a de meilleur en lui, soit il enfonce, et à ce moment-là, c'est pas la peine. C'est ce que j'appelle une relation toxique. Donc, je vous propose quelques petits mots de synthèse, pour voir si je retiens quelque chose de tout ça. Le masculin et le féminin sont dans chacun de nous. Ça, c'est une découverte, vous voyez, vous devez les enrichir. Et c'est important de comprendre que, au lieu de... Voilà, j'adore cette phrase que j'ai trouvée. Je ne sais pas si vous connaissez Delphine Orlière. Delphine Orlière, c'est une femme rabbin, une des rares femmes rabbins françaises,
Autour du 8 mars, je ne sais pas si il y a plein d'articles sur la femme, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'était très récent. Alors, elle dit quelque chose de très très beau. Les féminins dans notre société, très schématiquement, c'est ce qui a du vide en soi. C'est un être qui est capable d'accueillir l'autre, de lui faire une place. La femme incarne cela biologiquement, bien sûr. Elle raconte par son corps la capacité de faire de l'espace en soi pour que surgisse du nouveau. Mais elle n'est pas le propriétaire de ce féminin. Partout où quelqu'un pense la place en soi pour l'autre, il est d'une certaine manière féminin. Ou en tout cas, le laisse parler en lui, il soit homme ou femme. Là, c'est le bon usage du féminin, dans la capacité d'accueil et de réceptivité. Suis-je prêt à faire de la place à l'autre dans notre monde d'hyperpolarisation, politique comme sociale? Il existe un discours qui voudrait assigner chacun à résidence. C'est pour cette expression. Assigner chacun à résidence. Donc, la femme c'est ça, l'homme c'est ça, pas de liens. Nous avons un devoir de construire des ponts et des liens plutôt que des murs. Tout l'enjeu pour l'avenir réside dans ce rééquilibrage entre les forces du masculin et les forces du féminin. Et cela, en revanche, les femmes en ont peut-être une conscience particulière, parce que la maternité leur raconte cette histoire-là. Cet être qui est né de toi n'est pas toi. Être conscient d'un dit, cela demande une double réflexion. D'une part, on ne peut laisser de la place à l'autre que si on sait suffisamment qui l'on est. Donc on ne peut donner la place à l'autre que si on a une forte identité. Je sais qui je suis, donc l'autre ne va pas me dénaturer, me changer, m'annihiler. Et d'autre part, chacun doit être conscient de ce qu'il voit aux autres. Ça, avis aux amateurs. Donc tout ça pour expliquer que ce masculin et féminin, chacun les porte en soi, qu'on doit unir les logos de la compréhension et les roses du sentiment. Donc, dans ce sens, l'union, la réalisation du couple, est une merveilleuse école de l'altérité. D'apprendre autre et l'autre. Parce que si on réussit les couples, je pense que c'est une des relations les plus difficiles, les plus exigeantes. Forcément, on devrait quand même être plus à l'écoute pour les restes des humains que l'on va côtoyer. Par rapport à l'idée de la chimie du couple durable, donc il y a cette notion de communion, d'identité et d'individuation à concilier, dans l'aspect que chacun ait sa propre identité et en même temps il peut partager quelque chose ensemble. Et la troisième idée que je voulais dire, c'est qu'il faut apprendre à unir au lieu de diviser, exalter les meilleurs, recréer une nouvelle courtoisie, cette union du roi et de la reine, pour permettre l'enfant divin qu'il le soit d'un chacun. Donc voilà, c'est un petit exercice de plus. Comme on est de toute manière obligé de les vivre, parce que par nécessité, on aura toujours tendance à chercher à former des couples, essayons de les faire bien. C'est une bonne école de vie. Bon, merci de votre attention. Je vais vous dire. Excusez-moi. J'ai des questions dans la salle. C'est clair, c'est vrai. Ça vous donne des idées? Bonnes, mauvaises? Alors, sur la fin, du coup, quand vous donnez quelques règles, du coup, en plus, ce que vous avez donné, vous parlez de la notion au final d'altruisme dans le couple. Oui. Du coup, alors, je trouve que c'est quand même quelque chose qui au quotidien c'est difficile à réaliser et peut-être à porter, notamment du fait que, je le conçois comme ça, c'est peut-être pas forcément comme ça, mais du coup, ça s'oppose quelque part à la notion de besoin, parce que du coup, l'altruisme, comme vous le dites là, pour moi, je le comprends comme un certain oubli de soi, au profit de l'autre. Est-ce que vous pourriez développer? Alors, quel problème vous rencontrez pour ça? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à ça? Du coup, c'est plus, si vous voulez, la notion vraiment de rien avoir en retour. La notion de rien avoir, de donner sans rien avoir en retour. C'est plus. Donner sans rien recevoir en retour. Voilà, c'est ça en fait. On peut le vouloir autant qu'on veut, mais
pense que c'est quand même très difficile à achever d'agir foncièrement sans avoir... Oui. C'est sûr que c'est assez difficile. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. Cet état est déjà vécu dans notre petite échelle humaine, parce qu'évidemment il y a plusieurs degrés. Dans l'amour d'une mère pour ses enfants. Ce que la mère éprouve pour l'enfant n'est pas conditionné par ce que l'enfant va lui offrir. Bon, excusez-moi, peut-être vous allez râler si je répète. Qu'est-ce qui me dérange dans ça? C'est la calculite aiguë. Vous comprenez? C'est une maladie, la calculite aiguë. Donc, alors, quand on est sur le calculateur, on devient calculateur. Mais on dit bien quelque chose de beau, et quand on aime, on ne compte pas. Il y a une petite contradiction. Donc, ça veut dire que si c'est cela qui domine, il n'y a plus d'amour profond et véritable. Cet amour profond et véritable, c'est comme une danse. Hein, donc chacun on va accommoder les choses pour trouver la solution la plus intelligente. On ne sera pas obligé de pousser par des quotas, des calculs, de normalisation, des normes, marquer yes quand vous voulez une union sexuelle et que vous êtes d'accord, alors vous allez signer d'abord le contrat, et la manière de les faire à l'américaine, je ne sais pas si vous comprenez. Là on rentre dans quelque chose de maladie. Et il faut faire attention à ça, parce que après, ok, pourquoi on ne devient pas des robots? Tout ça, ça devient plus simple. Donc, comme on est à la limite de la robotisation dans notre monde, il va falloir monter d'un cran. C'est monter d'un cran, pour ça je disais, quand on regarde ensemble dans une même direction, donc on développe des relations plus d'ordre philosophique que purement personnel, là on va pouvoir supprimer le calcul, parce que le but va être qu'ensemble on puisse évoluer, avancer, et trouver ce qu'il y a de meilleur pour l'un et pour l'autre. Donc il y a un peu de détachement. C'est juste de placer la conscience un peu plus au bureau. Oui. Et d'ailleurs, vous disiez que le coup de foudre, en fait, c'est se chercher chez l'autre, en fait. Oui. Vous avez développé ça? Oui, moi, j'aurais pensé plutôt qu'on cherchait la complémentarité. En fait. Oui, mais en fait, qui cherche? La question c'est qui cherche. Nous on croit qu'on cherche à partir de notre logique, entre guillemets, du conscient. Mais ce que Jung nous dit, c'est que au-delà de ça, il y a quelque chose en nous qui cherche et qui est plus profond. Donc, en fait, celui qui cherche, c'est, par exemple, disons, l'animal cherche à se projeter dans cet autre qui va refléter à l'extérieur quelque chose que je ressens, dont j'ai besoin à l'intérieur. Donc, mon moi conscient va argumenter, je ne sais pas si c'est clair, c'est pour ça, ça et ça. Mais cette argumentation logique est une partie de la réalité. Donc, qu'est-ce qui fait que, par exemple, Jung, c'est amusant parce que Jung, il appartient à une famille un peu pauvre, etc. Et à l'occasion de prendre un contact par relation avec une famille un peu plus riche, et un jour, il arrive dans une maison, il voit une jeune fille qui descend de l'escalier de la maison, elle dit: ah, ceci sera ma femme. C'était ma Rochevich, c'est la femme qui va devenir son épouse, mais qui appartient à une famille de super industriels, et bon, ça va coûter beaucoup qu'il arrive à convaincre la fille et les pères que ce gars qui travaille comme médecin, psychiatre, vraiment très peu payé, dans un poste pas du tout bien vu, puisse devenir. Et ça marchait. Ou c'est la rencontre des Gala et d'Ali, aussi que je raconte. Gala était la femme de Paul Éluard, qui se rencontre, je ne sais pas, un village, un endroit, et il dit: ah, mon petit, on va plus se quitter. Et après, le gars va dire effectivement qu'il va être son âne, que ça sera tout ce qu'il va dire dans ce style délirant de M. David, c'est ça, mais c'est comme ça. Donc,
qui décide, quel calcul on fait, où est la balance super rationnelle, on met une grande près, etc. Étrange. Après, effectivement, toutes sortes de types de relations. Par exemple, toutes les cultures ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a beaucoup de mariages arrangés. En Orient, ça continue à se faire comme ça. En Inde, on fait ça comme ça, mais on le fait à partir de l'horoscope. Donc là, ça c'est intelligent. Et après, il faut voir comment ça s'accommode. L'idée, c'est d'harmoniser les choses. Mais c'est toujours quelque chose qui vient de l'intérieur, pour expliquer. C'est qui va déterminer cette force d'attraction. Pourquoi elle est attirée par cet être plus que par d'autres. Voilà, c'est une petite approche. Une question? Vous parlez à l'origine d'une unité complète et après l'homme qui est partagé et qui cherche sa moitié. D'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi il y avait une unité à l'origine? Qu'est-ce que c'est cette unité? C'est la grande question métaphysique. Pourquoi les tours et les big-bang? Au commencement, il y avait les big-bang, même au niveau scientifique. Au début, il y avait quelque chose qu'on ne sait pas exactement définir. Et tous les êtres commencent à jaillir toujours à partir de ce 1. L'image du 1, vous la trouvez dans toutes les religions, dans toutes les traditions, les principes même des dieux. De relation émotionnelle, personnelle, puis aussi des PHP jusqu'à musculaire. Oui, parce que je suis dans une conférence publique, je ne sais pas si pour tous les gens, le sont des discipulaires. Et sinon, du coup, je vais faire ça sur en fait, par rapport au couple, parce que généralement, ce qui se passe, c'est que les deux personnes, en fait, ils créent beaucoup de dépendance, en fait. C'est la relation avec le père et la mère, en fait. Et en fait, l'idée, en fait, c'est que... La relation avec le père et la mère, c'est ça. Clarifier un peu ce que... En fait, c'est une relation par rapport à l'Oedipe, en fait, par rapport à Freud. Il disait justement que la fille avec le père et le fils avec la mère, on crée en fait cette relation-là, on la continue à l'âge adulte, en fait,
C'est ce qu'il faut. Non, ça c'est plus une interprétation personnelle, mais après on continue ce cheminement-là et on crée encore cette dépendance en fait. Et pour qu'on soit en fait adulte, pas dans le sens adulte et on reste avec notre enfant intérieur, avec nos dépendances et autres, et ben c'est en fait aller vers l'autonomie, vers l'éveil en fait. Et par rapport à ça en fait, c'est sortir de ces dépendances pour vraiment s'auto-réaliser en fait. Et ça, c'est toute la complexité, en fait, ça peut être à mon abordé, en fait, et j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça, en fait. En fait, vous voulez parler du chemin vers l'autonomie. Voilà, enfin, en fait, une fois qu'on a l'ego, enfin, sortir de l'ego qui est complètement dans l'incomplétude, et aller vers l'être, et puis là, du coup, les deux êtres se rencontrent. Voilà, parce qu'ils sont biaisés, en fait, par leur ego, en fait. Bien sûr, mais c'est exactement ça, c'est tout le travail du processus de l'individuation. Tous les processus d'individuation, c'est comment on va progressivement apprendre à se détacher de cet ego, et paradoxalement on va se détacher en intégrant de plus en plus d'éléments de soi-même. Donc pour ça on commence par intégrer l'amour, et là on va commencer à découvrir assez clairement justement ce phénomène de dépendance, ce qui nous plaît pas, en fait, notre force et nos faiblesses, et nos propres instincts. Il faut reconnaître qu'on faisait partie de nous-mêmes, c'est vrai. Un peu, Freud va mettre l'accent sur ça. Il va un petit peu s'arrêter au niveau de la partie instinctive de l'être. Et Jung va dire non, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond. Donc après, il faut continuer le travail. Donc effectivement, cette relation avec l'autre, c'est une grande épreuve pour justement ne pas être dans un état d'excessive dépendance. C'est pour ça que je rappelle que les étapes du chemin de l'autonomie, aller vers de véritable autonomie, sont de la dépendance. L'enfant est un état de dépendance vis-à-vis de ses parents, c'est vrai, sinon il ne peut pas survivre. Après, quand on arrive à l'adolescence, on rentre dans la contre-dépendance, donc on s'affirme et on développe son identité en opposition à d'autres, notamment les parents et autres qui étaient parfaits, et tout d'un coup, ils tombent du piédestal et c'est pas mal. Enfin, pour les enfants, l'ado va dire mais qu'est-ce que c'est, ils sont nuls, etc., parce qu'il est en train de construire son identité. Il doit se séparer de ce qu'il est pour pouvoir devenir quelqu'un. Le jeune adulte, l'adulte va passer à la phase de l'indépendance, il va s'affirmer, en essayant d'affirmer son identité justement dans une phase de forte séparation des autres, parce que pour l'instant il n'est pas assez sûr. Donc il se définit, crée un espace de marge, vous voyez, pour affirmer un peu son individualité, mais dans un degré intermédiaire. Et la véritable autonomie, c'est quand on prend conscience de l'interdépendance. Voilà. Il y a une différence énorme entre la dépendance et l'interdépendance. Dans la dépendance, effectivement, c'est les petits oiseaux qui ouvrent la bouche pour qu'ils nous donnent à manger. Donc, il est à l'état, entre guillemets, son ego est en train à peine de se construire. Dans l'interdépendance, on découvre à quel point tout est interreliés. Donc nous sommes tous effectivement un jeu de dépendance et réciproque. Donc en fait, on est, comment dirais-je, tissés, vous voyez, entretissés les uns par rapport aux autres. On crée des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, beaucoup plus significatifs, plus généreux. Donc c'est ça la clé. Donc quand on arrive là, effectivement, on aura réussi un petit peu la chimie du couple, qui a lui-même passé un peu par tous ces stades. Ce sont des stades prénationnels par lesquels il passe la conscience. Parce que là, justement, l'idéalisation, c'est une projection de soi sur l'autre, en fait. C'est ça. Après, quand on arrive, en fait, à dire, ben non, en fait, c'est une croyance, en fait. Bien sûr. Et quand on voit ce qui est, donc on va aller au spécifique de la personne, on va dire, bah ouais, cette personne-là, elle est comme ça. C'est comme ça que je l'aime, en fait. Bien sûr. Parce qu'effectivement, quand on est trop dans la projection sur la personne, on est un peu dans la fantaisie. Et là, il va dire effectivement qu'on peut être, piégé par l'archétype. On peut être fasciné par l'archétype. Donc, il peut avoir aussi parfois, effectivement, on va projeter sur la personne des choses que la personne n'est pas. C'est là où il y a un petit peu mauvais usage de ce jeu de l'anima animus sur l'autre. Donc, on attend que l'autre soit tout ce qu'on a imaginé qu'il était. Donc là, on dépend en même temps de la bulle qu'on a projetée sur l'autre. Alors, à mesure que l'on apprend à vivre ensemble, etc., bon, il y aura toutes les preuves de la réalité. C'est pour ça que c'est pas la même relation des fiancés qu'après qu'ils sont mariés.
C'est pour ça que Platon conseillait déjà, dans les temps anciens, de vivre un certain temps ensemble avant de se marier. Parce qu'il fallait tester, entre guillemets, la capacité de coexistence. Parce que parfois, on peut avoir disons, quelques erreurs. Donc c'est toute la mère de grandir intérieurement pour arriver à la réalité. Il y a des cycles, par rapport à la première phase, il dit idéalisation, après la phase de conflit, justement, on essaie de se comprendre, et la troisième phase, ça vient justement à ce qui est, et puis là, on arrive à vraiment coexister, et à créer une harmonie, en fait, une perfection, et se parfaire à l'autre. Je pense qu'on pourrait jouer par des cycles de 7 ans. Et après, il y a des sous-cycles. Mais c'est une bonne question. Oui. Vous dites que l'alchimie, du coup, donc, c'est ce qui permet de découvrir sa partie intérieure et de réaliser qui on est. Et en même temps, pour laisser de la place à l'autre, il faut savoir qui on est. Du coup, si vous pouvez... C'est contradictoire. Oui, c'est sûr. Mais en fait, parce que, disons qu'on va avoir plusieurs petits eureka. On ne se connaît jamais définitivement, on se découvre. C'est un chemin aussi, l'organisation, c'est un chemin spiralé, d'accord? Donc on va découvrir petit à petit, on se découvre, et au niveau de la découverte, parce que au niveau des consciences on est arrivé, ça permettra de stabiliser des paliers, d'accord? Et ensuite on va découvrir que c'était pas la totalité, donc on se remet en cause, et on recommence encore une fois. C'est un travail vraiment, dans ce sens aussi, le travail alchimique, c'est solve et coagule, passe par plusieurs coctions. Ça se fait pas d'un coup, ça se fait pas d'un coup. C'est des phases un peu d'expérimentation, et justement, on voit en fait qui fonctionnent pas, et au fur et à mesure, on se comprend, on se réajuste pour justement se parfaire en fait avec Exactement. Si la relation de départ est claire, ce qui à mon avis est important, c'est que les deux personnes se comprennent un tout petit peu, pour ça je dis regarder dans la même direction. Si la relation est de type philosophique, donc il y a cette dimension alchimique, il y a un deal, un contrat entre guillemets au départ de cette relation d'auto-amélioration et d'amélioration réciproque et ensemble. Donc si on ne regarde pas dans la même direction, si on n'a pas une finalité, par exemple plus spirituelle ou d'évolution intérieure, si on n'a pas les mêmes besoins, les besoins au même niveau, c'est ça qui peut faire craquer les couples. Disons, parce qu'à un moment donné, on n'a pas les mêmes besoins profonds. Il faut que là-dessus il y ait un accord, et après il y aura effectivement l'ajustement de la vie.